Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir Monsieur le Ministre. Les portes de la science, toutes grandes ouvertes à toutes les intelligences. Partout où il y a un champ, partout où il y a un esprit, qu'il y ait un livre. Pas une commune sans une école, pas une ville sans un collège, pas un chef-lieu sans une faculté. Dans son discours sur la loi Fallot en 1850, Victor Hugo mène un véritable combat en faveur de l'école publique gratuite et obligatoire, et rappelle surtout le rôle central de l'éducation dans le fonctionnement de la République. Monsieur Blanquer, ce combat pour l'éducation, vous avez décidé d'y consacrer votre carrière. Mais pour comprendre ce qui vous anime et comment vous êtes devenu l'homme que vous êtes aujourd'hui, il convient de reprendre les choses du début. C'est en 1964, en pleine Trente Glorieuses, que vous naissez dans le 8e arrondissement de Paris, d'un père avocat et d'une mère, vous l'aurez deviné, enseignante. Vous étudiez au prestigieux collège et lycée Stanislas avant d'intégrer Sciences Po. On va pas se mentir, monsieur le ministre, pour l'instant, on est sur du très classique. Mais déjà étudiant, vous faites preuve d'un goût pour la chose publique. Vous écrivez en effet avec un certain François Baroin la Déclaration des droits et devoirs de l'être humain, qui avait pour ambition de proposer une vision plus moderne des droits de l'homme et du citoyen. Après avoir été un temps chercheur coopérant à l'Institut français d'études andines en Colombie, vous prenez vos marques dans le monde de l'éducation en tant que professeur de droit à Sciences Po Lille, avant de devenir directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. En 2004, votre connaissance de l'Amérique latine est reconnue. Vous devenez en effet sous Jacques Chirac le premier recteur de Guyane, avant de devenir recteur de Créteil en 2007. Votre action vous y vaudra le surnom d'hyper-recteur, tant vous multipliez les expérimentations. Parmi celles-ci, la création de micro-lycées pour soutenir les élèves en décrochage scolaire, la mise en place d'internats d'excellence ou encore de cagnottes pour récompenser les classes où les élèves sont les plus assidus. Au-delà des réformes, votre style également se démarque de celui de vos prédécesseurs. Vous ne cessez de le répéter, c'est sur le terrain que viennent les idées, loin de vous l'idée donc de rester dans votre bureau. Votre action, sur le terrain notamment, vous vaudra d'être nommé directeur général de l'enseignement scolaire sous Luc Châtel en 2009, où vous continuez à moderniser l'éducation, même si vos opposants vous reprochent d'être responsable de la suppression de près de 80 000 postes dans l'éducation nationale. En 2013, après avoir candidaté au poste de directeur de Sciences Po, vous prenez finalement les rênes de l'ESSEC. Quelle drôle d'idée. Bon, après tout, tout le monde fait des erreurs. Hein. Et puis, il faut dire que vous êtes aujourd'hui à l'ESSEC ce que Bernard Ramanantsoa était à HEC, un ancien directeur toujours aussi populaire qui a cherché à moderniser son école et surtout qui s'est engagé pour plus d'égalité. Vous y avez notamment lancé le Centre d'égalité des chances. Il convient également de souligner que depuis votre départ de l'ESSEC, rien ne va plus pour l'école cergissoise. Car oui, ce terme existe. À en croire le classement du Parisien cette année, à en croire le classement du Parisien, donc cette année, l'ESCP Europe est désormais devant l'ESSEC. Bon, les mauvais esprits dans la salle répondront qu'en réalité, les deux écoles sont ex aequo et que nous ne sommes devant que par ordre alphabétique. Et ils n'auraient pas tout à fait tort, mais il fallait bien qu'on se mette quelque chose sous la dent. Enfin, peu importe les classements, Monsieur Blanquer, vous voilà désormais ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement d'Édouard Philippe. Monsieur le ministre, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, et vous vous en êtes sûrement déjà rendu compte, mais votre tâche est immense. Dans un pays où 38% de la population pense que le virus du sida a été créé en laboratoire, et où 9% des sondés pensent que la Terre est plate, on se dit que le ministère de l'Éducation nationale est peut-être bien le ministère le plus important du gouvernement. Et depuis votre arrivée, on ne peut pas dire que vous êtes avare en réforme. Limitez le nombre d'élèves à 24 par classe en CPCE1, supprimez les filières au lycée à travers votre réforme du bac. Votre objectif est clair et vous le répétez souvent, créer l'école de la confiance dans une société de défiance. Vous souhaitez personnaliser les parcours pour que chacun ait sa chance et faire en sorte que tous les élèves quittent l'école primaire avec les savoirs fondamentaux. Toutefois, vous n'échappez pas à un certain nombre de polémiques, ce qui est normal dans votre position. Tantôt accusé de scientisme, tantôt critiqué lorsque vous dites par exemple que vous préférez que les mères accompagnatrices ne portent pas le voile en sortie scolaire, car celui-ci n'est selon vous pas souhaitable dans notre République, bien qu'il ne faille pas de loi pour l'interdire. Vos idées sont, d'après les sondages, pour l'instant soutenues par une majorité de la population. Toutefois, il vous reste encore du chemin à parcourir, ou pour reprendre les mots de Jean-Pierre Raffarin, notre Raïs à nous, votre route est droite, mais la pente est forte. Monsieur le ministre, il ne me reste plus donc qu'à vous laisser auprès de Jules et Perrine, et je tiens à vous rassurer, ils ont bien fait leur devoir. Bonne conférence à tous.
Bonsoir, Monsieur Blanquer. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Avant de commencer, est-ce que vous souhaiteriez réagir au portrait que Thibaut vient de dresser? Non, il est conforme. Il y a quelques petites choses qu'on pourrait rectifier ou préciser, mais non, il est très bien ce portrait. Il est chronologique, ce qui est toujours meilleur, parce que ça permet de comprendre les choses. C'est important d'insister sur l'Amérique latine, parce que ça joue un rôle important dans ma vie. Et c'est important toujours pour vous qui allez commencer votre vie professionnelle dans pas très longtemps, de se dire que les choses sont jamais déterminées à l'avance et que la vie vous fait faire d'autres choses. Et donc qu'il faut rester ouvert. Au début, je me suis consacré beaucoup à l'Amérique latine et j'avais déjà beaucoup de passion pour l'éducation. Et puis les choses se sont croisées entre elles et ça a fertilisé ce que je peux être devant vous. Je savais que je voulais travailler dans l'éducation. Je voulais être professeur, en fait. C'était ça ma vocation. Je ne savais pas que je voulais être ministre de l'éducation. Et puis, ce qui m'intéressait, c'était de prendre des responsabilités dans l'éducation. Je le dis parce qu'il y en a parmi, mais j'anticipe peut-être sur des éléments du débat, je ne vais pas trop parler, mais il y a de manière certaine, dans cet amphithéâtre, des futurs responsables éducatifs. Certains d'entre vous, vous allez devenir professeurs. Certains d'entre vous, vous allez prendre des responsabilités dans l'éducation. Et c'est important que des personnes avec le parcours qui est le vôtre, les réussites qui sont les vôtres, se dédient à ça. Et donc, et ça vous mènera à on ne sait quoi. Et c'est tant mieux que ce soit comme ça. Merci beaucoup. Donc, on aimerait revenir sur un point de votre portrait évoqué par Thibaut. Vous avez effectué tout votre parcours secondaire dans le privé, au collège et au lycée Stanislas à Paris. Et vous vous dites être en effet en faveur de tels établissements. Vous l'écrivez en effet dans votre ouvrage, je cite, « L'enseignement privé pourrait être un partenaire plus important encore du service public par sa capacité à expérimenter et à accompagner certains des grands enjeux sociaux et sociétaux de notre temps. » Ainsi, selon vous, quel sens donner à cette phrase et qu'est-ce qu'elle implique en termes de politique? Bon, d'abord, je n'oppose jamais le privé et le public, et en tout cas certainement pas le privé sous contrat et le public. D'ailleurs, quand je parle à l'étranger, dans d'autres pays, de notre enseignement public et de notre enseignement privé, je fais toujours beaucoup sourire quand j'explique que les enseignants du privé sont payés par l'État, et donc on dit les Français sont impayables, même dans le privé, c'est l'État qui en réalité supervise. Donc là, il ne faut jamais oublier que l'enseignement privé sous contrat participe au service public et que la France, après bien des péripéties qui ont cessé avant votre naissance, et c'est tant mieux, a réussi à se stabiliser sur ces sujets. Donc, notamment sur le plan quantitatif, puisqu'en gros, on est dans un 80-20 en France, 80 enseignement public, 20% enseignement privé, et ça crée un système qui finalement convient et qu'il faut, d'une certaine façon, faire vivre très tranquillement. Mais ce qui est certain, c'est que l'existence d'un enseignement privé doit être pris comme quelque chose d'utile pour différents enjeux que nous avons. L'enjeu de mixité sociale, par exemple, pour que l'enseignement privé participe plus à la mixité sociale. Et puis, l'enjeu d'innovation. Quand il se passe des choses intéressantes dans l'enseignement privé, la meilleure manière de défendre l'école publique et l'école de la République, c'est évidemment que les meilleures pratiques, que ce soit des pratiques internationales ou des pratiques en France, puissent inspirer ce qui se passe dans l'enseignement public. L'exemple typique, c'est par exemple pour l'école maternelle. On sait que dans le privé, des choses auxquelles je me suis intéressé, comme les écoles Montessori en maternelle qui ont beaucoup émergé sous l'angle privé, si ça marche, si c'est bon, il est positif d'en importer certains aspects dans l'enseignement public et de mettre ça à disposition souvent d'élèves moins favorisés, dont les parents n'ont pas les moyens de payer une école privée. Donc faire le bien de l'école publique, c'est ouvrir l'école publique aux expériences de tous ordres. À mes yeux, en tout cas. Mais alors, donc, du coup, vous avez évoqué les nombreuses similitudes qu'il y a entre le privé et le public, et notamment par le statut de fonctionnaire. Dans ce statut de fonctionnaire, vous avez beaucoup réfléchi aux directeurs de maternelle, d'école primaire, de collège, de lycée. Il y a eu un événement tragique fin septembre, c'est le suicide d'une directrice de maternelle à Pantin. À la suite de cet événement, vous aviez annoncé des mesures sur ce statut de directeur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aujourd'hui ? Oui, alors, comme vous le dites, c'est dans l'actualité, d'abord pour des raisons tragiques, puisqu'il y a eu ce suicide, et ensuite parce que c'est en ce moment même que nous discutons des suites. Donc c'est un de ces sujets qui ont tardé à trouver des solutions en France. Il n'y a pas
En réalité, il n'y a pas de statut des directeurs d'école en France. Vous avez été élève d'école primaire, vous voyez très bien ce que c'est qu'une école primaire. Vous avez vu un directeur ou une directrice. Ce que personne ne sait, enfin ce que peu de gens savent, c'est qu'en réalité, ce directeur ou cette directrice n'a aucun pouvoir réel. Il n'a pas de pouvoir hiérarchique sur les autres, n'est pas un directeur au sens où on l'entend dans le langage courant. Ça peut avoir un certain nombre d'inconvénients, notamment pour bien organiser les choses, et aussi pour mieux reconnaître ce statut, mieux le rémunérer, etc. Mais c'est un sujet qui ne fait pas l'unanimité. Vous avez beaucoup de gens, des hommes, y compris des syndicats, pour défendre que c'est mieux d'avoir un système horizontal où personne n'a un pouvoir sur personne, etc. Avec les avantages et les inconvénients qu'on peut voir avec ça. Donc on est typiquement sur un sujet où, on peut faire des premières mesures qui sont des mesures pour soulager les directeurs d'école, qui en effet souvent sont débordés, donc les aider à avoir plus d'aide autour d'eux, et puis les alléger sur le plan de leur charge administrative. Et puis c'est un sujet plus difficile, qui est de réussir à faire évoluer institutionnellement, donc faire évoluer le statut de l'école primaire, le statut du directeur. Mais ça, c'est un sujet sur lequel je dois créer du consensus. Et au moment où je vous parle, il n'est pas créé, ce consensus. Donc c'est forcément des semaines et des semaines de travail pour arriver à accoucher d'une solution. D'accord, donc ça c'est pour la partie fonctionnelle, mais il y a un autre problème, donc là qui ne touche pas uniquement les directeurs, mais on va dire toute la fonction publique, c'est la défiance du citoyen face à l'État. On a vu des agressions de policiers, bien sûr, mais récemment de pompiers, et les professeurs sont au cœur de cette problématique. Je vais être un peu caricatural dans ma question, mais comment expliquez-vous que l'instituteur est passé d'un statut d'instruit du village dans les années 60-70 et qu'aujourd'hui il est plutôt décrit comme le gréviste fainéant? Et qu'est-ce que vous comptez faire pour inverser ce rapport? Alors il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a le sujet du rapport à l'État, puis il y a le sujet du prestige du professeur et de l'attractivité de la fonction. S'agissant de l'État et du respect de l'État, en réalité, en France, on a toujours un rapport un petit peu ambivalent avec l'État, puisque d'un côté, nous sommes, il ne faut jamais l'oublier, un pays qui a été créé par l'État. La France, c'est d'abord une idée. C'est pas quelque chose de donné. C'est quelque chose qui s'est créé avec l'histoire et qui a été créé d'abord sous la monarchie, puis sous la République, sous l'Empire et sous la République, par du volontarisme de Paris, de l'échelon central, avec des frontières qui se sont progressivement définies. Et cette idée, c'est quelque chose de magnifique, de se dire nous sommes les citoyens d'une idée. Cette idée qui est la France, c'est pas pour rien d'ailleurs que le général de Gaulle utilise le mot idée dans sa première phrase de ses mémoires. Il dit « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. » Et nous faisons tous une certaine idée de la France. La France est une idée concrétisée. Et cette idée concrétisée, on y est profondément attaché parce qu'elle est notre armature. Nous n'existerions pas si elle n'était pas là. Et en même temps, elle est tellement puissante que historiquement, nous avons tendance à nous rebeller contre elle parce nous la considérons comme trop forte quand ça nous arrange de la trouver trop forte, pas assez forte quand ça nous arrange de la trouver pas assez forte. Et ça, c'est toute une culture française vis-à-vis de l'État qui, à mes yeux, a plus d'avantages que d'inconvénients. D'ailleurs, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, dans la géopolitique telle qu'elle est et telle qu'elle évolue en ce moment, avoir un État qui a une certaine capacité d'action, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Et ce qui est très important, c'est qu'on soit tous conscients que nous sommes l'État. Il ne faut jamais avoir un discours consistant à voir l'État comme une sorte de chose abstraite et extérieure. L'État, c'est nous tous. Quand on parle, par exemple, de dépenses publiques, des impôts qui vont en face, c'est nous tous qui sommes concernés dans les deux dimensions. Et un discours de responsable, qu'on travaille dans le secteur privé ou dans le secteur public, c'est déjà avoir conscience de cela. Et le respect de l'État, bien sûr, se dégrade dans notre pays. Alors, ce n'est pas le fait de tout le monde, il faut parler franchement. Il y a évidemment, on le sait bien, des quartiers où on a atteint on trouve des attitudes aberrantes par rapport à ça. Ce n'est pas que le professeur. Le fait que des pompiers soient caillassés dans certains endroits, une des choses les plus invraisemblables qui nous soit donné de voir depuis un certain nombre d'années, qui était impensable il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, parce qu'un pompier, c'est uniquement quelqu'un qui vient vous rendre service. On ne voit pas très bien pourquoi on doit le caillasser. Le professeur, c'est pareil. Alors, il ne faut pas avoir une vision trop pessimiste de ça, d'ailleurs, parce qu'en réalité, même dans les quartiers difficiles, les professeurs sont plutôt respectés. Et dans beaucoup d'endroits où les services publics ont malheureusement trop disparu, l'école reste le point d'ancrage et le point respecté. En France, il y a plus de 60 000 implantations scolaires. Donc c'est de très loin le premier des services publics, et très souvent dans un quartier où beaucoup de choses ont disparu, la poste, le médecin, etc. Le service public, l'institution du collectif, incarnée par l'école, est encore là
et les professeurs sont respectés. Et donc, je pense que c'est de l'école, et ça a été un peu dit dans le discours tout à l'heure, de l'école peut venir une logique de rayonnement et de confiance. C'est-à-dire que le diagnostic rapide que je fais, c'est on est dans une société qui est beaucoup trop une société de défiance, en France comme dans d'autres pays. Ça n'est pas du tout une fatalité. D'ailleurs, à certains moments de notre histoire, on a été une société de confiance. Et l'école, plutôt que d'être sur la défensive par rapport à ce phénomène, c'est-à-dire se sentir agressé par la société, doit être à l'offensive, c'est-à-dire produire de la confiance. D'abord, ça commence par des élèves ayant confiance en eux-mêmes, qui sont épanouis, qui sont heureux, et qui vont se déployer dans la vie grâce à leur savoir. Eh bien, c'est ça la logique de confiance et la logique de déploiement. Et c'est de cette logique que naîtra un plus grand respect de l'État, et au travers de l'État, de nous-mêmes, de la nation, de notre collectif, de notre contrat social, donc des enjeux absolument essentiels. Ça, c'est sur l'État. Sur le professeur, il y a un phénomène qui est mondial, qui est une trop faible attractivité du métier de professeur. C'est particulièrement vrai, par exemple, en mathématiques et en sciences, et dans certaines disciplines. Et un trop faible prestige du professeur, si on compare à des périodes précédentes, oui. Mais c'est lié à quoi? On parle souvent de la rémunération qui est plutôt inférieure en France par rapport à d'autres pays. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs sur cette image dégradée du professeur? Il y a des facteurs matériels et des facteurs immatériels. Je commence toujours par les facteurs immatériels parce que c'est les plus importants. Dans la vie, de façon générale, l'immatériel compte plus que le matériel. C'est l'idée qu'on se fait des choses. C'est ce que je disais sur la France tout à l'heure. Ça détermine les choses. Et donc l'idée qu'on se fait du professeur est essentielle. Ce que vous dites sur les professeurs, ce qui se dit dans les repas de famille sur ce qu'est un professeur, tout ça, ça a un impact à la fin sur la vie concrète. Si vous prenez les hussards noirs de la Troisième République, ils avaient un prestige immense, mais ils étaient très mal payés déjà. Je ne dis pas ça pour justifier qu'on soit mal payé, mais il y avait à ce moment-là un sens clair pour tous que la République était en train de se consolider au travers de son école, que l'école c'était le socle de la République, que les hussards noirs en étaient les vecteurs, et qu'à ce titre, ils étaient respectés dans un monde où le savoir n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui et où ils incarnaient le savoir. Bien entendu, on est dans un contexte complètement différent et on n'aura plus jamais l'équivalent, et c'est bien. La société évolue et heureusement. Mais ce que l'on peut tout à fait retrouver, c'est le prestige renouvelé du professeur. Et moi, je crois beaucoup à ça. Et c'est cohérent avec ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je dis certains d'entre vous vont être professeurs. C'est-à-dire que je pense, dans le monde dans lequel on est entré, qui est hyper technologique, le grand, et qui va l'être évidemment de plus en plus, le grand défi, c'est comment est-ce qu'on réussit à mettre quand même plus d'humanité dans ce monde hyper technologique. Comment l'être humain, continue à maîtriser ce qu'il crée et ce qui l'environne au travers d'un humanisme en réalité, d'un humanisme repensé. Et donc dans ce monde où beaucoup de métiers vont disparaître, où beaucoup de métiers vont se créer aussi, je crois que le métier de professeur va prendre un sens rénové et très fort. Et que donc on aura toujours besoin des professeurs, ils ne vont pas disparaître du fait du numérique, au contraire, et ils vont être donc dans un rôle auquel on peut donner un certain prestige. Et c'est évidemment important que je contribue en tant que ministre à ce prestige, par ma façon d'en parler, par ma façon de le théoriser, par ma façon de le faire vivre. Quand je dis je, c'est nous, parce que c'est évidemment tout l'ensemble du ministère. Donc ça passe par le recrutement, la formation, enfin on pourrait en parler des heures, mais en tout cas il y a beaucoup de stratégies là-dessus. Et puis ça passe par la rémunération, et c'est un sujet sur lequel demain j'ai, avec les organisations syndicales, des rendez-vous importants dans ce sens. Très bien. Merci. Nous aimerions maintenant aborder le sujet des réformes que vous avez mises en place depuis le début de votre mandat. Thibault en parlait tout à l'heure, la réforme du baccalauréat, qui consiste donc à la suppression des 3 filières que sont les filières S, EL et L, et donc à la mise en place d'un socle commun constitué de 8 matières fondamentales, auxquelles s'ajoutent des spécialités qui sont choisies par les étudiants. Donc, quand on pense à cette réforme, on peut dire que 2 problèmes principaux se posent. Le premier, lors de l'épreuve elle-même du baccalauréat, puisqu'un oral a été mis en place en tant que nouvelle épreuve. Et on le sait, les oraux peuvent être créateurs d'inégalités parmi les élèves. Et un second problème, lors du passage des élèves dans le supérieur, puisque certaines filières sont privilégiées et mieux vues que d'autres. Donc, selon vous, quelles actions peuvent être mises en place pour lutter contre de telles inégalités? Alors, s'agissant de réformes profondes comme celle-ci, il faut
toujours commencer par le sens. C'est-à-dire que s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire, c'est faire une réforme pour faire une réforme. Si on fait ça, c'est parce qu'on a un but. Et il faut toujours expliciter ce but, le partager, le dire. Donc le but, je le résume parfois en une phrase, c'est comment est-ce qu'en préparant le baccalauréat, l'élève va préparer ce qui le fera réussir après le baccalauréat. Autrement dit, comment on redonne du sens au baccalauréat, que ce ne soit pas juste un exercice artificiel pour lequel on bachote, mais que ce soit quelque chose qui nous amène à préparer des choses qui nous font grandir et qui vont être utiles dans l'enseignement supérieur. Beaucoup de choses sont définies par l'aval et donc par l'enseignement supérieur. C'est votre deuxième question. Autrement dit, le vrai scandale de la situation dont nous héritons et que j'espère nous sommes en train d'améliorer pas à pas, c'est que c'est l'échec dans l'enseignement supérieur. C'est les 60% d'élèves qui échouent dans les premières années de l'enseignement supérieur. Et donc mon analyse assez simple sur ces questions, c'est qu'en fait, pendant des années, on est arrivé dans une logique où on laisse passer la difficulté scolaire dès les premières années de la vie, dès l'école primaire. On continue au collège. C'est comme ça qu'on a au collège 20-30%, parfois davantage, d'élèves qui, en réalité, ne maîtrisent pas bien, y compris la lecture et l'écriture. Tout ceci traîne. On obtient quand même le baccalauréat, parfois à l'arraché. Et à la fin, on arrive dans un amphi de première année. Et là, on s'écroule. Et là, c'est la faute de personne. Ce n'est pas la faute de l'université parce qu'elle a fait ce qu'elle a pu. C'est pas la faute de tous ceux qui étaient là avant parce qu'on ne les voit plus. C'est juste l'élève qui se retrouve, l'étudiant, qui est finalement victime de ça et qui est générateur de frustration, de gâchis, etc. Le vrai scandale, c'est celui-là. Et c'est à ce scandale-là que nous cherchons à remédier. C'est-à-dire être capable que, cran par cran, dans le parcours d'un élève, ce qui doit être acquis le soit. En personnalisant le parcours, c'est vrai, pour justement tenir compte des particularités de chacun, en étant capable de donner de l'aide à certains moments, mais pour amener chacun à la vraie réussite, pas à une réussite bradée, artificielle, qui ensuite en fait débouche sur de l'échec. Et donc l'esprit de la réforme, c'est ça. Alors ça passe par plusieurs choses, dont certaines que vous venez de mentionner. Donc une des plus visibles, c'est évidemment la suppression des filières. La suppression des filières, elle a plusieurs objectifs. D'abord, c'est sortir d'une hiérarchie qui était implicite, S, ES, L, et qui n'avait pas grand sens. Parfois, et ça doit être le cas de certains d'entre vous ici, on faisait S sans avoir de vocation scientifique particulière, mais parce qu'il y avait un certain conformisme. Si on était plutôt un bon élève, on allait en S. Enfin, je ne raconte pas des choses très hermétiques pour vous, je pense. Et c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Je préfère qu'il y ait un tout petit peu moins d'élèves qui fassent des études scientifiques et qu'un beaucoup plus grand pourcentage d'entre eux fassent ensuite des études scientifiques, plutôt que d'avoir cette artificialité. Parce que tout ça, c'est du temps perdu pour beaucoup de gens. Est-ce qu'on n'a pas ce même risque avec la mise en place de spécialisation Non, je pense que c'est justement... D'abord, il y a un seul message donné aux élèves de seconde aujourd'hui, qu'on donnait l'an dernier et qu'on va continuer, c'est choisissez ce qui vous plaît. Faites ce qui vous fait envie. Affirmez votre personnalité en prenant les 3 enseignements spécialités correspondant à vos goûts. Et de cela, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le chemin de la vie. Par définition, à 16 ans, la plupart des élèves ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Et c'est normal et c'est très bien. Par contre, ils savent dire à 16 ans, ça me plaît beaucoup, ça me plaît pas tellement. Il y a un site internet qu'on a développé, que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu, surtout si vous avez des petits frères ou des petites sœurs, c'est Horizon 2021, qui figure très bien ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, on voit les grands domaines de l'enseignement supérieur, auxquels on peut réfléchir quand on a 16 ans, en disant, tiens, c'est plutôt envie d'être dans l'architecture que dans la médecine, j'ai plutôt envie d'être sur des sujets de sciences dures que sur des sujets de droit, etc. Bref, il y a des grands domaines de l'enseignement supérieur qui sont définis. En fonction de ça, on voit les parcours souhaitables pour y arriver. Et c'est jamais le parcours souhaité, c'est les parcours souhaitables, ce qui n'est pas la même chose. Et ce qui fait bouger les lignes dans l'enseignement supérieur, y compris le SCP. Les grandes écoles de management ont d'ailleurs été parmi les premières à dire ça nous intéresse cette réforme du baccalauréat. Parce que ce qu'on veut, c'est pas des élèves, je dis ça sous le contrôle du directeur, mais je vois qu'il opine du chef, donc je continue. C'est pas des parcours standardisés, c'est pas, et donc pas des élèves qui seraient trop standardisés par ces parcours, mais au contraire des parcours où on a affirmé sa personnalité et où, ayant affirmé ses goûts, on a pu davantage approfondir et donc hausser son niveau. L'idée, c'est que si on a choisi quelque chose, on est plus capable de l'approfondir, parce qu'on approfondit plus ce que l'on aime, et que donc on va avoir un meilleur niveau, puisqu'on va l'approfondir davantage. Donc les programmes sont plus exigeants. Et là aussi, ça met fin à certaines
à certaines tendances à la baisse, si vous voulez. Moi, quand j'étais directeur d'une école de management dont on ne rappellera pas le nom, c'est une école AMI, eh bien, j'entendais, on avait des réunions avec Franck, avec les professeurs de classe prépa en particulier, y compris les écoles pour les prépas ingénieurs, et on entendait beaucoup de remarques, d'analyses sur la baisse du niveau en maths, par exemple. Et eh bien, on prend en compte ça. Aujourd'hui, si vous êtes en terminale, en ayant choisi maths comme enseignement de spécialité, vous pouvez en plus faire maths experte, donc prendre 3 heures en plus de vos 6 heures, ça veut dire 9 heures. Quand vous étiez en terminale S, c'était 8 heures. Donc vous approfondissez davantage, le programme est plus exigeant et on vous amène à un niveau de maths meilleur. Mais si vous n'aimez pas les maths, personne ne vous oblige à faire ça et vous n'allez pas mourir parce que vous n'aimez pas les maths. Les mathématiques, par exemple, c'est quelque chose qui est considéré comme très important dans le supérieur, donc ça pourrait pénaliser certains élèves en arrêtant de faire des maths, par exemple. Alors, les mathématiques, c'est un cas particulier. C'est effectivement un exemple spécifique à l'intérieur de tous les exemples que l'on peut donner. Mais les mathématiques, on m'a beaucoup dit ça vers le mois d'avril dernier, mois de mai, et je répondais toujours qu'on aurait, de toute façon, ce serait forcément l'enseignement spécialité le plus choisi. C'est ce qui s'est passé. Au moment où je vous parle, c'est entre 65 et 70% des élèves qui ont choisi mathématiques comme enseignement de spécialité, 67%. Et donc les maths sont de très loin la discipline la plus choisie. Auparavant, avant ce système, vous aviez déjà des élèves qui fuyaient les maths, ça existe. Il y en a même peut-être quelques-uns ici qui faisaient L. Et voilà, la version en maths, ça existe aussi, on ne doit pas se le cacher. On doit pouvoir ensuite en refaire si on reprend un go maths. Mais on a élaboré un système de géométrie variable des maths, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais où vous avez, soit vous prenez un enseignement de spécialité, vous avez 6 heures en terminale, soit vous faites enseignement de spécialité plus enseignement expert, ça fait plus 3 heures, donc ça fait 9 heures. Soit vous ne prenez pas maths en enseignement de spécialité, mais vous pouvez prendre maths complémentaires, donc 3 heures. Vous avez surtout des probas et des statistiques. Donc ça veut dire que si vous voulez faire de l'économie ou de la médecine, vous pouvez tout à fait avoir ce type d'enseignement qui sera complémentaire des enseignements autres que vous prenez. Donc on a pensé ce système pour avoir finalement différents niveaux de mathématiques selon les choix des élèves. Et sinon, sur l'ensemble des autres enseignements de spécialité, bien, ils permettent de mieux vous préparer à réussir le parcours suivant. Et aujourd'hui, 47% des élèves ont choisi des combinaisons de première, ont choisi des combinaisons qui n'existaient pas auparavant, qui n'auraient pas pu faire auparavant. Et moi, je vais souvent dans les lycées, bien sûr, et je parle avec les élèves de première. La plupart du temps, ils sont très, très heureux. Et il y a toujours des questions qui se posent, comme celles que vous avez posées, et elles sont normales. C'est vraiment une réforme très profonde. On pourrait passer la soirée à en parler sur ses conséquences multiples. Je vous fais sans doute des réponses trop longues d'ailleurs, je vais essayer d'être plus court. Mais ce qui est toujours important, et ça j'aime à le dire devant un public comme le vôtre, d'étudiants, c'est que bien sûr il faut se poser des questions, et d'ailleurs c'est absolument fondamental, mais il faut vraiment qu'on ait le sens du changement, quoi. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on parle de la nécessaire réforme du baccalauréat. Cette réforme, je ne l'ai pas pondue un beau matin, on a fait toute une concertation, une consultation, on a synthétisé toutes les idées qui existent depuis des années sur ce sujet, et à la fin on a sorti ça. C'est encore ajustable. Ce qu'on ne doit pas perdre, c'est l'enthousiasme pour un changement très attendu et très nécessaire, et pour lequel il y a une raison d'être de ce changement. Et c'est très important que les jeunes, vous êtes des jeunes, posent d'abord l'enthousiasme pour ce changement, et avec ça les questions qui l'accompagnent. Et d'ailleurs, ce qui fait que la réforme, je crois, est en train de réussir, c'est d'abord l'enthousiasme des élèves de première qui sont touchés par cette réforme. Merci. Donc là, on parlait du baccalauréat général. On aimerait maintenant aborder le sujet du bac professionnel, puisque c'est une filière qui est très peu valorisée en France, voire mal vue, tandis qu'elle est très valorisée en Allemagne ou en Suisse, par exemple. Et vous disiez lors de votre investigation vouloir en faire votre seconde priorité après l'école primaire, puisque selon vous, la filière professionnelle peut s'appuyer sur de nombreux atouts majeurs. Et donc vous avez annoncé en mai 2018 mettre en place 3 axes de réforme concernant le bac pro et les CAP. Pour rappel, donc, ces 3 axes sont le premier de créer de véritables campus professionnels, le second est de rendre ces formations plus claires, et le troisième est d'effectuer une spécialisation seulement en classe de première. Qu'en est-il aujourd'hui de ces réformes? Et selon vous, est-ce que le bac professionnel est plus valorisé et peut-il être encore plus attractif pour les élèves et les employeurs?
Oui, alors on a accompli ces 3 axes. Désormais, c'est une réalité. Au moment de la conception de la réforme, j'avais parlé d'un Harvard du pro. Là aussi, c'est des enjeux de prestige. Si on veut faire envie, il faut aussi que l'on utilise les mots qui imagent ce que l'on veut dire. Et en parlant de Harvard du pro, ce que je voulais signifier, c'était de véritables campus, des lieux physiques avec des espaces verts, des équipements sportifs, des internats, des incubateurs d'entreprises, bref, toute une série d'éléments qui font qu'on a envie d'être dans un tel lieu. Et c'est ce qu'on est en train de faire, puisque là, d'ici à la fin du mois de novembre, j'annoncerai avec Frédéric Vidal et Muriel Pénicaud, et avec les régions de France, déjà les premiers projets de campus, financés en partie par les investissements d'avenir, et avec les régions, et en partenariat avec les entreprises, sur la base parfois de lycées déjà existants, mais qui en tout cas vont être des campus à très forte attractivité, avec des thématiques correspondant aux grands métiers de demain, notamment dans le domaine de l'environnement et dans le domaine du numérique, pour lesquels le passage par la voie pro pourrait être tout à fait valorisant, a fortiori si lorsque l'on passe par la voie pro, on peut ensuite faire des études supérieures, comme on le voit en Allemagne. Vous avez cité le cas de l'Allemagne, on pourrait citer le cas de la Suisse aussi, qu'on a beaucoup regardé, qui n'ont pas la même chose que nous, qui ont une autre tradition, qui est celle de l'apprentissage. Et ce que nous avons fait, qui est assez inédit avec Muriel Pénicaud, c'est qu'on a fait en fait 2 réformes à la fois. Une de l'apprentissage. Traditionnellement, on oppose le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation nationale. Le ministère du Travail pour la promotion de l'apprentissage, le ministère de l'Éducation nationale pour la promotion de l'enseignement professionnel. Et plutôt que d'être en concurrence, on a été ensemble. Ce qui fait qu'on a augmenté le nombre de vœux pour l'apprentissage et on a augmenté aussi le nombre de vœux pour l'enseignement professionnel. La première année, c'était spectaculaire. On a fait plus 40% en vœux pour l'apprentissage. J'essaye de ne pas être trop long parce que je pourrais là aussi faire de longs développements. Mais en clair, on est en train d'augmenter les deux. L'objectif, c'est de changer les mentalités parce que demain, ce qu'on souhaite, c'est qu'un élève de 3e se dise je vais passer par la voie pro, par exemple, sur l'énergie, sur les énergies renouvelables. Ça va me donner une formation technique forte. Mais ensuite, après le bac pro, je pourrais tout à fait faire par exemple un BTS, puis une licence pro, puis un titre d'ingénieur. Ce que je dis là, d'ailleurs, ça arrive déjà parfois, mais on doit le faire. Mais ça doit devenir quelque chose de très normal dans le monde dans lequel nous sommes déjà, qui est aussi un monde de formation tout au long de la vie, et où on ne doit pas raisonner uniquement sur les diplômes qu'on a acquis à 20 ans, mais sur la manière dont on va évoluer tout au long de la vie. Alors vous parliez de changer les mentalités, ça fait référence immédiatement aux inégalités scolaires parce que même si c'est un paradoxe, les inégalités scolaires, elles ne se limitent pas au cadre de l'école. Il y a un livre qui est paru en septembre mené par Bernard Lahire qui montre que de nombreuses inégalités naissent à la maison parce que des enfants ont des parents qui leur lisent des histoires le soir parce qu'ils ont accès à une grande bibliothèque alors que d'autres non. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale, mais aussi de la jeunesse. Comment vous abordez cette problématique ? C'est le sujet fondamental, qui est un sujet mondial. L'autre jour, j'avais un entretien avec un professeur de Yale qui est spécialiste de ces sujets et qui travaille sur ces sujets pour les États-Unis. La tendance mondiale, et c'est important que vous soyez conscient de cela et que ça va avoir de l'importance pour vous, à minima comme parent d'élèves dans le futur, mais même dans votre vie professionnelle, et a fortiori si vous travaillez dans ce domaine-là. La tendance naturelle que l'on doit combattre, parce qu'elle est terrible, c'est l'accroissement des inégalités, parce que tout simplement les facteurs des inégalités sont de plus en plus immatériels. Autrefois, vous aviez des inégalités, mais elles étaient souvent à traduction matérielle. Si je puis dire, vous aviez une automobile où vous n'en aviez pas, vous aviez une maison où vous n'en aviez pas, etc. Aujourd'hui, un enfant aux États-Unis, il me citait des chiffres qui étaient faramineux. Un rejeton, si je puis dire, d'une famille aisée aux États-Unis peut arriver à l'âge de 25 ans sur le marché du travail avec 2 millions de dollars qui ont été mis sur lui ou sur elle depuis sa naissance. Frais de scolarité, à l'école, puis dans l'enseignement supérieur. Tandis qu'un enfant des quartiers pauvres aux États-Unis va lui avoir eu, mettons, 30 ou 40 000 dollars mis par la puissance publique sur sa tête, sur l'ensemble de son parcours. Cette différence fait que c'est une différence invisible, c'est pas vos vêtements, c'est pas votre voiture, mais c'est une différence qui à 25 ans fait déjà un grand écart gigantesque, irrattrapable. Mais justement, Bernard Lahire souligne que
la manière principale de limiter cela, c'est le politique. Et ce qui souligne aussi, c'est que les politiques menées récemment, et notamment par le président Emmanuel Macron et par votre gouvernement, ne favorisent pas ces réductions des inégalités. Alors comment vous, en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, vous vivez ça? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre volonté est aussi un peu à contre-courant de ce que font vos collaborateurs ministres? Non, pas du tout. Il faudrait que je lise le livre, je ne l'ai pas lu honnêtement, et il faudrait qu'il soit là, qu'on discute, parce que je suis évidemment pas du tout d'accord avec cette affirmation, et je ne vois pas très bien comment il peut l'étayer. Je prétends de manière très, très ferme et très nette, et je suis prêt à débattre avec quiconque là-dessus, que jamais des mesures aussi importantes ont été prises pour la lutte contre les inégalités dans le système scolaire. D'abord et avant tout parce qu'on prend le problème à la racine. Si vous prenez l'éducation prioritaire, qui est un sujet dont j'ai parlé beaucoup ces jours-ci, puisqu'hier on m'a remis un rapport très important sur ce sujet qui va avoir des suites là aussi pour aller vers plus d'égalité. Si on prend donc l'éducation prioritaire, jusqu'à présent en France, on y a mis des moyens, mais on l'a souvent pensé à l'échelle du collège, parce que c'est le collège où les difficultés se voient le plus, notamment au travers des violences parfois, et donc c'est là qu'on a tendance à faire des dépenses que souvent j'appellerais des dépenses de réparation. Alors que ce qui est pertinent, c'est de faire le plus possible des dépenses de prévention, autrement dit de prendre les problèmes le plus tôt possible. Or, on sait très bien, d'un point de vue même anthropologique, que énormément de choses se jouent entre 0 et 7 ans. Si on veut vraiment lutter contre les inégalités dans une société, il faut se préoccuper des femmes enceintes, de ce qu'est leur vie courante, des jeunes mamans, des jeunes couples, de ce qui se passe dans la petite enfance, de 0 à 3 ans, de l'école maternelle et du CP et du CE1. Si on fait les choses bien, voire très bien, même si on est les meilleurs du monde sur ce sujet, eh bien, alors on sera probablement à terme un des pays les plus équitables. Parce que c'est à ce moment-là que se joue beaucoup de choses. La première des inégalités, c'est l'inégalité devant le langage. Quand vous arrivez à l'école maternelle, à 3 ans, il peut déjà y avoir une différence de 1 à 4, voire davantage, entre votre capital de vocabulaire, et j'utilise volontairement ce mot capital, votre capital de vocabulaire et celui de votre petit voisin, en fonction des circonstances familiales. C'est toute l'honneur et toute la responsabilité de l'école de la République que de compenser cette inégalité par une école maternelle de très haute qualité. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors ça prend du temps, c'est l'instruction obligatoire à 3 ans. Ça veut dire qu'on amène à l'école chaque année 25 000 enfants de plus qui auparavant n'y allaient pas et qui donc vont bénéficier de cela. Maintenant, désormais, on va faire les grandes sections à 12 dans toutes les maternelles de REP et de REP+. Et je crois que la division par 2, donc ça ne donne pas 24, mais 12 élèves par classe en CP et en CE1, cette division des classes par 2 est saluée non seulement en France, de façon quasi unanime en réalité, même par nos plus forts opposants, et même à l'échelle internationale, comme étant une mesure pilote. Au moment où je vous parle, c'est 300 000 enfants qui sont concernés chaque année. À terme, ça va être 450 000. C'est 20% d'une génération qu'on est en train de faire partir, mais beaucoup, beaucoup mieux dans leur vie scolaire que tous leurs devanciers. C'est très important d'avoir... et je ne peux pas détailler tout ce que nous faisons dans ce sens-là, mais ce point-là n'est pas symbolique, il est extrêmement concret, il est extrêmement ample. Et vous l'avez sans doute vu, dimanche, dans le journal du dimanche, j'ai donné les premiers chiffres d'évaluation de cette politique. C'est la première fois qu'on réduit l'écart de compétences. Non seulement on a réussi à améliorer les compétences de tous les enfants, de 3, 4 points sur plusieurs sujets très importants. Mais évidemment, c'est un début. On va faire mieux encore dans les temps suivants. Mais en plus, on a réduit l'écart entre zones favorisées et zones défavorisées. Et ça, c'est assez unique. Pour vous donner un exemple, il y a 12 points d'écart en fluidité de lecture. La fluidité de lecture, c'est votre rapidité à lire quand vous entrez en CE1. Et ça détermine énormément de choses pour la suite. Eh bien, c'est 12 points d'écart entre zone d'éducation, réseau d'éducation prioritaire et reste de la France. Désormais, c'est 10 points d'écart. Ça peut paraître rien, mais ça veut dire que c'est plusieurs milliers d'élèves de milieux défavorisés qui aujourd'hui ont eu de la fluidité de lecture qu'ils n'avaient pas auparavant. Et notre but, qui n'est pas facile, c'est d'en finir avec ça. Et voilà, c'est pas... Alors, non, mais je m'arrête parce que sinon c'est... Vous parlez donc de lutte contre les inégalités, mais on aimerait parler d'une lutte qui nous paraît également très importante, celle contre le harcèlement scolaire. Puisque pas plus tard que le 21 juin dernier, une jeune fille de 11 ans s'est donnée la mort après avoir été victime de harcèlement scolaire. Et malheureusement, ce n'est pas une exception, puisque selon l'UNICEF, 700 000 élèves sont victimes de harcèlement chaque année. Plus de 10% d'entre eux le sont déjà dès l'école primaire. Donc, quelles sont les actions que vous menez au sein du ministère afin de lutter contre ce harcèlement ?
c'est un sujet extrêmement important. Je ne considère pas du tout comme marginal, parce que le harcèlement scolaire a souvent été un angle mort des politiques publiques, parce qu'on considérait que c'était un peu finalement une chose qui a existé de tout temps. Il y a des gens qui se moquent d'autres gens, et puis bon, là, c'est la vie, et c'est un petit peu comme ça que c'était perçu. Depuis une dizaine d'années, il y a quand même tout un travail qui est fait, et on a passé un peu la démultiplier ces derniers temps. D'ailleurs, demain, c'est la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Je serai dans un établissement scolaire, j'y serai normalement avec Madame Macron, si elle est bien rentrée de Chine à temps, et avec d'autres personnes, pour le sujet de sensibilisation, parce qu'on est typiquement dans un domaine où le plus important, c'est la sensibilisation, la prise de conscience. Et on est sur un sujet qui nous renvoie aux valeurs de la République et finalement aux valeurs de notre société, à cette société de confiance qu'on peut souhaiter. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on réussit à cultiver dans l'esprit des enfants dès le plus jeune âge en matière d'esprit collectif plutôt qu'en matière d'esprit individualiste. C'est évidemment à ça que cela nous renvoie. Encore une fois, c'est l'importance de l'école maternelle, le fait d'apprendre très jeune qu'on gagne mieux à plusieurs que tout seul, des choses que vous apprenez aujourd'hui à l'ESCP, travailler en équipe. Dans ce monde ultra technologique, la vraie grande compétence fondamentale que vous avez, c'est de travailler en équipe, c'est de voir les complémentarités avec les autres, c'est d'être capable d'être parfois chef d'une structure, mais pas seulement, d'être capable de travailler en horizontalité. Et ça, c'est une compétence essentielle, en réalité, compétence humaine essentielle et qui s'apprend dès l'école maternelle. Et ne pas se moquer des autres, ne pas voir dans la faiblesse d'autrui un moyen de se sentir supérieur. Tout ça, c'est des valeurs absolument fondamentales. Et c'est ça, lutter contre le harcèlement. Et donc, on a pris tout un train de mesures que vous pouvez voir sur le site internet du ministère, des numéros dédiés qui désormais qu'on peut appeler le soir, des équipes dédiées qui viennent dans les établissements pour aider, des ambassadeurs contre le harcèlement. Désormais, les établissements peuvent et même doivent avoir des élèves qui sont ambassadeurs et qui donc contribuent à des débats et à repérer les phénomènes de harcèlement quand ils existent. Et donc c'est une politique d'ensemble contre le harcèlement qui est menée, qui ensuite correspond aussi à des sujets, par exemple sur le cyberharcèlement, qui est évidemment une chose qui a explosé et sur laquelle on travaille avec les réseaux sociaux. Le harcèlement à connotation sexuelle. Donc l'année dernière, notre campagne était beaucoup axée là-dessus, parce que c'est souvent des filles qui sont victimes de harcèlement de garçons. Le harcèlement homophobe, ça c'est aussi un sujet sur lequel on fait des campagnes spécifiques, mais qui s'inscrivent dans la vision générale, là encore, des valeurs de la République et du respect de chacun. Tout ça, c'est tout un travail que nous menons, qui a vraiment pris, je crois, on peut le dire, une ampleur nouvelle, parce que c'est des campagnes beaucoup plus fortes. Mais ce n'est pas que des campagnes, c'est de l'action au quotidien, avec notamment ces ambassadeurs et ces formations aussi que nous faisons, qui deviennent systématiques. Et désormais, la lutte dans la loi que l'on a votée à la fin de l'année dernière, de l'année scolaire, en juillet, la loi pour l'école de la confiance, on a inscrit un droit à une scolarité sans harcèlement. Donc on a donné une consécration juridique à la lutte contre le harcèlement. Et puis on a instauré aussi la formation systématique des professeurs sur le sujet du harcèlement, c'est-à-dire la capacité à être attentif à ça et à savoir l'attitude à avoir quand on commence à voir qu'il y a du harcèlement, même du petit harcèlement qui en fait peut générer ensuite de graves problèmes, pour que ce ne soit pas un sujet qui soit dans l'angle mort de notre système scolaire. Pour conclure cette partie de la conférence, j'aimerais revenir aussi sur un autre aspect de la vie dans les écoles qui est cette fois moins grave mais qui vous paraît préoccupant, c'est l'actualité de l'annulation d'une conférence à l'Université de Bordeaux de Sylviane Agacinski, qui est une opposante à la PMA. Ça fait suite au refus de certains étudiants de Sciences Po de recevoir Alain Finkielkraut. Vous avez parlé d'un nouveau macartisme. Qu'est-ce que cela dit de nos étudiants, de nos universités, normalement plutôt symbole d'impertinence que de limitation de la liberté d'expression, et si on peut avoir votre avis sur la question de la PMA. Alors, donc je vais commencer par la fin, parce que ça permet de encore mieux parler de la suite. Vous savez, il y a une phrase de Voltaire qui est très connue, c'est « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je serai prêt à mourir pour que vous puissiez vous exprimer ». Cette phrase est fondamentale, elle est au cœur de la démocratie. Pour moi, c'est absolument essentiel. Et les démocraties, prenez les États-Unis avec le premier amendement, sont fondées sur ça. Alors évidemment, il peut y avoir des limitations au droit d'expression, notamment l'incitation à la haine, mais il faut être très attentif à ne pas aller trop loin. Mais en tout cas, la liberté d'expression, c'est fondamental. Et s'il y a bien un lieu dans la société qui est essentiel pour la liberté d'expression, c'est l'université.
même quand nous n'étions pas des démocraties, nous avions les universités qui étaient des lieux de liberté d'expression. Dès le Moyen-Âge, c'est évidemment au cœur de la valeur de l'université et de l'enseignement supérieur. Donc, se dire qu'aujourd'hui, des principales menaces sur cette liberté d'expression puissent se déployer dans l'université est évidemment dramatique. C'est un sujet que je ne prends pas du tout à la légère, même si ce n'est pas dans mon champ de compétences, puisque j'ai déjà suffisamment à faire avec les élèves de la maternelle jusqu'à la terminale. Mais bien sûr que j'ai un point de vue politique et même philosophique sur cette question, d'autant plus que j'ai un peu étudié aux États-Unis, donc j'ai vu ce phénomène monter même quand il y a longtemps, plus de 25 ans, j'étais moi-même étudiant aux États-Unis. C'est de l'intolérance d'autant plus perverse qu'elle s'exerce au nom de la défense des opprimés. Et donc elle opprime au nom de la défense des opprimés. Et c'est ce qu'on appelle le politiquement, le vrai sens de politiquement correct. Hein. On utilise ce terme désormais assez couramment, de manière un peu galvaudée. Mais à l'origine, c'est un mouvement qui justement naît à la fin des années 80, le PC, Politically Correct, qui est réellement un mouvement organisé comme tel pour empêcher de s'exprimer ceux qui ne sont pas politiquement corrects, ceux qui disent quelque chose qui gêne nos oreilles. C'est évidemment extrêmement dangereux. Et même si ce qui est dit gêne nos oreilles, il faut souhaiter que ce soit dit pour pouvoir répliquer et avoir le débat. Alors, donc, par exemple, s'agissant de ce que pense Sylvia Nagasaki, d'abord, c'est une personne très respectable, philosophiquement. Quelqu'un qui a un parcours, mais à la limite, peu importe. Mais il se trouve que par ailleurs, c'est quelqu'un qui n'est certainement pas... enfin bref, qui est respectable. Hautement respectable, elle développe un point de vue qui n'est pas le mien, qui n'est pas non plus celui du gouvernement, chacun le sait, puisqu'on a un projet de PMA pour tous. Mais sapristi, elle a le droit de le dire. Elle a le droit de le dire. Vouloir l'empêcher de parler, c'est d'ailleurs aller à l'encontre du combat que ceux qui le mènent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de bonne foi, d'ailleurs, et c'est pour ça que ça me rend d'autant plus réactif à ça. C'est que je sais bien que derrière ça, c'est des jeunes de 20 ans, de votre âge, qui ont de bonnes intentions, qui sont persuadés de leurs convictions. Ils ont bien raison. Elles sont tout à fait respectables aussi, leurs convictions. Mais ce n'est pas au nom de ces convictions qu'ils doivent interdire aux autres de s'exprimer. Sinon, on est dans une pente extrêmement dangereuse. Et le phénomène est encore plus grave aux États-Unis qu'en France. Mais comme souvent, on connaît les phénomènes avec un petit temps de retard, il est important de développer cette conscience, cette vision démocratique et cette vision, je dirais, académique profonde. Parce qu'encore une fois, les lieux de savoir sont des lieux un peu sacrés où on doit pouvoir argumenter. Il faut qu'il y ait de la disputation. On a parlé de l'oral à la fin du baccalauréat. Il faut qu'il y ait ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire de la discussion, de l'échange d'arguments. Il faut aimer ça. Il faut aimer que les autres aient un point de vue différent du nôtre. C'est essentiel. Or, aujourd'hui, on veut de plus en plus faire de la police de la pensée. Et ça, c'est évidemment très, 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 très dangereux. On aurait eu le point de vue du gouvernement sur la PMA, on n'aura pas eu le vôtre. Ah si, par définition... vous êtes en accord total avec le gouvernement. Total avec le gouvernement, et vous n'aurez pas votre scoop ce soir sur une quelconque déviation de ma part sur ce sujet. Non, j'ai aucun problème avec ça. Très bien, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Emma pour le Fast and Curious. Bonsoir, Monsieur le Ministre. On va voir si on peut avoir un scoop ce soir. Est-ce que vous connaissez le principe du Fast and Curious ? Non, je le devine un peu, mais je ne le connais pas, non. Alors, vous allez avoir le choix entre deux propositions qui vont s'afficher sur l'écran ici pour vous, ici pour le public. Il va falloir choisir le plus vite possible sans forcément se justifier. On commence en douceur. Directeur ou ministre ? Ministre. Rentrée scolaire ou rentrée calvaire ? Rentrée scolaire. Grand oral ou grand bazar ? Grand oral. Poste. Échec ou échec ? Échec. Méritocratie ou discrimination positive ? Méritocratie. Stylo rouge ou gilet jaune ? Gilet rouge peut-être ou stylo jaune il faut choisir. Hein. D'accord. Stylo rouge. Non, ou gilet jaune. Ok, on retient. Voile anti-France ou France anti-voile ? Alors non, parce que vous allez après, on va faire un segment de ce que j'ai dit. Vous savez, quand vous commencez à prendre des responsabilités,
j'ai appris à essayer, et je n'y arrive pas forcément, à faire des phrases non sécables, ou enfin en tout cas des phrases, ou alors des phrases dont je dois penser la sécabilité pour l'exploitation qui en sera faite ensuite. Donc là, je ne peux pas. Joker, Joker, oui. Cédric Villani ou Benjamin Griveaux? C'était mieux au début. Hein. Il n'y a plus de Joker. Hein. La... Non, alors, c'est très clair. Là, je suis obligé de développer un peu. Je soutiens Benjamin Griveaux, bien sûr, qui est un ami et qui a un magnifique programme. J'ai une grande amitié pour Cédric. Il se trouve qu'on est très proche avec Cédric Villani, qui est un homme formidable, qui d'ailleurs a fait un plan que nous appelons Villani-Torossian, qui nous aide justement, j'aurais pu en parler tout à l'heure, à avoir une vraie stratégie sur les mathématiques. Voilà. Mais pour la mairie de Paris, c'est Benjamin Griveaux que je soutiens. Ok. Merci d'avoir joué le jeu. Merci. Alors, il nous reste le temps peut-être pour une ou deux questions du public. Bonsoir, Monsieur le Ministre. C'était pour savoir ce que vous faisiez pour l'insertion et l'éducation des personnes handicapées, et surtout les autistes en particulier. Alors là aussi, c'est un très grand sujet pour lequel j'ai d'ailleurs eu à m'exprimer un petit peu ces derniers jours, puisqu'on a fait ce qu'on appelle le comité de suivi de l'école inclusive, c'est-à-dire qu'on a rassemblé autour d'une table toutes les associations et toutes les parties prenantes de ce sujet, qui est un sujet sur lequel la France a fait un certain nombre de progrès depuis 2005, depuis la première grande loi sur le sujet, mais pour lequel on a encore beaucoup de progrès à faire. Mais on a quand même, quand on regarde ce qui a été fait depuis 15 ans, on peut quand même avoir des éléments de satisfaction. Et puis surtout, la rentrée qui vient d'avoir lieu était une rentrée assez exceptionnelle à ce titre. Pour répondre le plus vite possible, il y a aujourd'hui 365 000 enfants en situation de handicap qui sont scolarisés en France. C'était 340 000 à la précédente rentrée, c'est à peu près à chaque année 20 à 25 000 de plus. C'est évidemment une bonne chose, ça signifie que des enfants qui autrefois on n'aurait pas scolarisé en milieu ordinaire et qui parfois auraient pu être confinés soit dans des institutions spécialisées, soit même chez eux, peuvent être en milieu ordinaire avec tous les avantages que cela représente pour eux, mais même aussi pour l'école, parce que quand on fait ça bien, en réalité, ça va aussi dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure sur la lutte contre le harcèlement et sur les valeurs de la République, c'est-à-dire que ça apprend dès l'enfance à aimer la différence. Ce qui est aussi à relier à ce qu'on a dit sur les arguments d'autrui, etc. Aimer la différence. Et trouver qu'elle a du bon, qu'elle permet du collectif, etc. Et donc, pour cela, alors là aussi ça prendrait du temps à répondre à tout, mais on a changé et nos moyens et notre mode d'organisation. Nos moyens, c'est on crée des postes supplémentaires d'accompagnants. Il y a 4 500 accompagnants de plus à cette rentrée, ça veut dire 90 000 personnes qui sont dédiées à ce sujet en France aujourd'hui. On a changé leur contrat. Il y a 2 ans, c'était que des contrats aidés. C'était considéré comme très précaire, avec beaucoup d'instabilité, beaucoup de frustration. Désormais, c'est presque que des contrats de 3 ans, qui peuvent même être des CDI au bout de 2 contrats de 3 ans. Donc on ouvre la perspective d'une carrière dans l'éducation nationale d'accompagnant d'élèves handicapés. On a réorganisé complètement le système pour que les choses s'organisent depuis le terrain. Donc ça veut dire qu'on donne maintenant des accompagnants aux établissements qui sont en réseau avec, par exemple, des écoles primaires autour d'eux, un collège avec des écoles, par exemple. Et c'est l'établissement qui peut ainsi affecter les accompagnants aux élèves, organiser la rencontre avec les familles en amont de la rentrée, et donc avoir une politique du handicap au plus près du terrain, plutôt que d'avoir des décisions qui tombent de façon trop verticale. Et donc, et puis plus de formation continue pour les accompagnants, et une série de mesures autour de ça. Tout ça fait une rentrée qui est, je crois, de façon complètement incontestable, une énorme amélioration du sujet. Alors après, si vous écoutez la radio, si vous ouvrez certains journaux, vous pouvez entendre... on va beaucoup souligner tel problème, tel enfant qui n'a pas encore un accompagnant, telle difficulté. Mais pour vous dire, l'année dernière, à la même époque, vous aviez 8% des élèves en situation de handicap qui étaient encore en situation d'attente d'un accompagnant. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est descendu en dessous de 4%. Donc on a clairement amélioré, mais bien sûr, même ce 4%-là n'est pas normal et il faut qu'on réussisse à être les meilleurs possibles sur ce sujet. Mais c'est le sujet sur lequel on a mis le plus de moyens supplémentaires depuis 2 ans, et c'est le sujet qui est archi prioritaire, mais y compris dans l'esprit du président de la République, qui en a fait la priorité du quinquennat. Une dernière question. Monsieur le ministre, je m'appelle Oscar, je suis étudiant à l'ESCP. Vous évoquiez tout à l'heure le prestige des hussards noirs, qui contraste finalement avec le délitement de l'autorité et du respect des professeurs qu'on observe de nos jours. Et en fait, l'une des forces des hussards noirs, c'est qu'en plus d'être des professeurs, ils constituaient une avant-garde intellectuelle, philosophique. Et
il portait en soi ce que Péguy appelait la mystique républicaine. Et ne manque-t-il pas finalement, vous pensez, de nos jours, excusez-moi, ne manque-t-il pas d'éducation finalement, cette mystique en quelque sorte, et cette ambition organisatrice et philosophique que l'éducation nationale pouvait avoir au XIXe siècle? Et ne pensez-vous pas que finalement les valeurs républicaines ont perdu leur sens, en quelque sorte? Alors, c'est une question très intéressante et à laquelle la réponse est oui, si vous voulez. C'est un petit peu en filigrane de choses que j'ai pu dire. C'est-à-dire qu'il s'agit d'adapter au XXIe siècle des choses qui sont éternelles en la matière. C'est-à-dire la centralité de l'institution de savoir et la centralité de ceux qui l'incarnent, c'est-à-dire les professeurs. Comment ils sont les pivots d'une société. Parce que finalement, dans la tripartition classique des sociétés indo-européennes, vous avez le guerrier, le paysan, le clerc. Le clerc, ça peut être le clergé, mais c'est aussi le professeur, bien sûr, et l'intellectuel. Et il est essentiel pour la santé d'une société. Et le respect, c'est pas un respect automatique. C'est un respect qui, si on prend le sens originel du mot autoritas, est un respect qui se crée par une autorité en réalité intellectuelle. Et cette autorité intellectuelle, elle suppose, et on le sait bien dans une maison comme celle-ci, la dimension de recherche, au sens plein de ce terme. Et oui, en effet, ce sont les professeurs qui font vivre l'esprit d'un pays. Pas seulement dans les cours qu'ils donnent tous les jours, mais dans leur conversation, dans leur relation avec les gens, dans leur goût pour la chose intellectuelle, etc. On retrouve l'importance de l'argumentation, on retrouve l'importance tout simplement de la vie intellectuelle d'un pays. Or, ce serait un tort de penser que de manière fatale, il y aurait une sorte d'appauvrissement inévitable de la vie intellectuelle et du débat intellectuel au jour le jour dans l'ensemble de notre pays. Je crois au contraire qu'il y a 1000 choses à discuter, qu'on est en train de changer totalement de civilisation, notamment du fait de la technologie, mais pas seulement, de la mondialisation, etc. Tout ceci pose une série de problèmes, mais aussi d'opportunités, que ça se discute, que ça se fait vivre, que ça se réfléchit. On a parlé des Gilets jaunes tout à l'heure, c'est une crise extrêmement stimulante en réalité, puisqu'elle nous dit quelque chose sur un élément essentiel qui est la nouvelle façon d'organiser notre territoire, l'impact social de notre vision du territoire, comment on doit réussir à régénérer le contrat social, où les gens ne doivent pas se sentir perdus dans ce monde de métropole et de métropole mondialisée et de campagnes oubliées, de petites villes oubliées, etc. Ce sont des grands défis qui sont des défis pratiques, mais dont les solutions viennent du débat. C'est pas pour rien d'ailleurs que le président a organisé un grand débat comme réponse à ça. Et d'ailleurs, il y avait souvent des professeurs, et moi j'en ai fait des grands débats avec des professeurs. Donc c'est comme la sève d'une plante. On a absolument besoin de cette vitalité intellectuelle. Elle s'est peut-être un peu perdue parfois, et c'est justement une régénérescence indispensable. C'est pour ça aussi qu'on a un conseil scientifique de l'éducation nationale, que j'attache de l'importance aux avancées scientifiques pertinentes pour l'éducation, comme dans les sciences cognitives. Parce que, par exemple, parmi les révolutions de notre époque, il y a le fait qu'on en sait beaucoup plus sur le cerveau humain aujourd'hui qu'il y a 10 ans, et on en saura beaucoup plus dans 10 ans. Et donc, ce que nous plaise ou non les leçons de cette recherche. Et donc, il faut le savoir, il faut le prendre en compte, et ça doit susciter du débat, ça doit susciter de la formation, ça doit susciter de l'évolution. Et donc, cette stimulation de notre vie collective par notre capacité à prendre du recul sur les avancées scientifiques et technologiques, rien que ce sujet-là, est en soi un élément de stimulation du rôle intellectuel du professeur dans la société. Donc, oui, c'est un enjeu. En effet, il n'est pas gagné, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments négatifs aujourd'hui, mais on peut très bien imaginer un 21e siècle réussi, avec un professeur central et le savoir qui circule beaucoup plus, et le débat qui circule de manière à la fois stimulante, avec des différences de point de vue acceptées, mais qui justement, c'est cette différence qui permet l'évolution dialectique au sens plein du mot de la société. Merci Monsieur le Ministre, merci pour votre venue. Je laisse la parole à Monsieur Bournois. Je serai très rapide. Monsieur le Ministre, je savais que j'avais un ami et un collègue remarquable, passionné d'éducation. Je crois qu'on a tous la chance ce soir de voir combien la France a la chance d'avoir un ministre formidable, et avec vraiment toute la satisfaction et la fierté de t'avoir parmi nous ce soir à ESCP Europe. Merci beaucoup.
Merci à vous tous. C'était un grand plaisir d'être avec vous. Merci de l'invitation. Merci. Et surtout, je vous souhaite bonne chance à tous. Merci. N'hésitez pas à devenir des professeurs, hein, n'hésitez pas. Merci, Monsieur Blanquer, merci, Monsieur Bournois. Nous souhaitons tout d'abord remercier nos principaux partenaires, les Champagne, Jacquinot et Fils, le Media Business School ainsi que le cabinet Wavestone. Mardi prochain, nous aurons l'honneur de recevoir 2 écrivains et journalistes d'investigation qui, espérons-le, Monsieur le Ministre, n'auront pas à se pencher sur vos réformes, Monsieur Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Merci à toutes et à tous.